La cosmologie est sans conteste l'un des domaines d'études les plus fascinants. La cosmologie est entre autres l'étude même des propriétés, de la structure et de l'évolution même de l'univers. S'il y a un domaine dans lequel chaque personne doit s'intéresser un minimum, c'est bien celui-là. Mais bon, il est évident que vous n'allez pas devenir cosmologiste simplement en regardant cette vidéo. Cette vidéo a pour but de vous faire une introduction à ce domaine fascinant en traitant relativement rapidement chaque point. Et je tiens à préciser que tout le long de cette vidéo, nous allons traiter l'univers dans le cadre de la relativité générale, la fameuse théorie qui explique la gravitation à l'échelle macroscopique, publiée par Albert Einstein en 1915. Dans cette dernière, l'espace et le temps ne sont pas deux entités distinctes, mais une seule et même entité nommée l'espace-temps. Ainsi, les camps massifs vont déformer l'espace-temps autour d'eux, créant ainsi une courbure de l'espace-temps. C'est cette déformation de l'espace et du temps que nous percevons comme étant la gravité. Nous visualisons en général tout cela en 2D, puisque c'est plus facile à modéliser mentalement comme physiquement. Ainsi, gardez toujours à l'esprit que la courbure de l'espace-temps ressemble plus à ça, qu'à une courbure qu'on aurait fait sur un drap. Voilà pour la notion qui était cruciale à maîtriser. Maintenant, commençons cette vidéo avec une idée qui est à l'origine de beaucoup de choses. En fait, tout. Le Big Bang. Au commencement de notre univers, il existait un état primordial de densité et de chaleur extrême, confiné dans un volume singulièrement infini. C'est pour ça qu'on parle d'une singularité à l'origine de notre univers. C'est à partir de cet état que l'événement monumental connu sous le nom de Big Bang s'est déployé, lançant l'expansion incessante de l'espace-temps. Donc le Big Bang n'est pas une explosion, mais une expansion soudaine. Pas de la matière, mais de l'espace-temps, qui a forcément un impact donc sur la matière. Dans les premiers instants après le Big Bang, l'énergie pure et les particules élémentaires préexistantes ont commencé à se condenser et à se combiner, donnant naissance à la matière. Ces particules primordiales incluent les quarks, les éléments fondamentaux de la matière, qui ont rapidement formé des protons et des neutrons. Ces protons et neutrons ont à leur tour agi comme les blocs de construction initiaux des noyaux atomiques. Ce processus est un des différents types de ce qu'on appelle nucléosynthèse. Et c'est tout simplement le processus de nucléosynthèse primordiale. À mesure que l'univers continuait de s'étendre et de refroidir, les particules subatomiques se stabilisaient dans un océan d'énergie en évolution constante. Les quarks étaient les composants les plus fondamentaux des protons et neutrons, et ont été maintenus ensemble par l'interaction forte, l'une des 4 forces fondamentales de l'univers. Les 4 forces sont l'interaction forte, l'interaction faible, l'électromagnétisme et la gravitation. Les noyaux atomiques nouvellement formés ont attiré des électrons lorsque la température a atteint environ 3000 Kelvin, créant ainsi les premiers atomes et créant ainsi un univers principalement électriquement neutre. Ces atomes primordiaux, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, étaient donc les précurseurs des éléments qui allaient constituer les étoiles et les galaxies. Les forces fondamentales ont joué un rôle crucial dans l'évolution ultérieure de l'univers. L'interaction gravitationnelle, par exemple, a favorisé l'agrégation de la matière, créant ainsi des concentrations de gaz et de poussière. Sous l'influence de la gravité, ces régions denses ont continué à croître, formant des structures cosmiques à grande échelle. L'univers aujourd'hui, vaste et complexe, est le produit de milliards d'années d'interaction entre la matière, les forces et les énergies fondamentales. Le Big Bang, catalyseur initial de cette saga cosmique, a établi les bases de notre réalité observable, tout en continuant d'éveiller la curiosité humaine quant au mystère encore non résolu de l'origine et du destin ultime de l'univers. Malheureusement, ce dernier est souvent assimilé à une explosion de matière, mais je le répète, c'est faux. C'est une expansion soudaine de l'espace-temps lui-même. La quantité de matière au moment du Big Bang est restée relativement constante jusqu'à aujourd'hui. Seulement, cette expansion galopante de l'espace-temps a diminué la concentration de la matière dans l'univers. Au moment du Big Bang, l'univers était extrêmement dense et chaud. Au fur et à mesure que l'espace-temps s'est étendu, la matière s'est également diluée. Cela signifie que la même quantité de matière est maintenant répartie sur un volume beaucoup plus grand qu'auparavant.
Pour continuer, il est évident qu'on va s'intéresser à une caractéristique incroyable de notre univers, son expansion. Je ne peux pas m'attarder trop longtemps dessus, mais ce qui nous a réellement permis de savoir que l'univers était en expansion est la loi de Hubble. En 1929, Edwin Hubble a publié cette loi, même si Georges Lemaître l'avait déjà trouvée en 1927, donc on devrait dire la loi de Hubble-Lemaître. Mais alors, quelle est cette loi ? La lumière est une onde électromagnétique. Les ondes électromagnétiques sont connues, ce sont les rayons gamma, X, ultraviolet, infrarouge, radio, micro-ondes. Et évidemment, entre l'ultraviolet et l'infrarouge, entre une longueur d'onde d'environ 400 nanomètres et 800 nanomètres, il y a la lumière visible. Ainsi, la lumière des galaxies que nous voyons dans le ciel comporte une longueur d'onde qui se situe dans cette gamme de longueurs. Et les astronomes du XXe siècle ont remarqué que la lumière des galaxies se décalait vers le rouge. Ça signifie que la longueur d'onde s'étire, puisque le rouge est la couleur dans le domaine du visible avec la plus grande longueur d'onde. C'est pour ça que dès qu'on sort du domaine du visible, quand la longueur d'onde est trop grande, on passe à l'infrarouge. Ce décalage vers le rouge est le résultat d'un des effets les plus connus en physique, qui est l'effet Doppler. En fait, pour que la lumière des galaxies s'étire, il faut qu'elle s'éloigne de nous. Pourquoi ? Modélisons la situation. Prenons un récepteur fixe, qui serait nous, sur notre planète, même si on n'est pas fixe, et prenons une galaxie, qui elle sera l'émetteur. Si cette dernière ne s'éloigne pas, alors nous allons recevoir sa lumière normalement. La lumière symbolisée ainsi comme cette onde. La galaxie est l'émetteur de l'onde, et si l'émetteur est en mouvement, alors à l'avant l'onde va s'écraser, tandis qu'à l'arrière l'onde va s'étirer. L'onde qu'on reçoit est ainsi différente de l'onde qui est réellement émise par l'émetteur, car elle va être plus étirée. Plus étirée signifie que la longueur d'onde est plus grande, et la lumière visible se décale donc vers le rouge. Voilà le principe de ce phénomène, et avec ce dernier, les astronomes ont remarqué que toutes les galaxies s'éloignent de nous, mais elles ne s'éloignent pas que de nous, faut pas croire qu'on est le centre de l'univers, hein. Elles s'éloignent toutes entre elles. Pour comprendre ça, on peut prendre l'image d'un ballon avec des points représentant les galaxies, et se dire que l'espace-temps est la surface du ballon, même si l'univers n'est pas comme ça, hein. Ce n'est qu'une image pour voir que lorsqu'on le gonfle, les galaxies, les points donc, s'éloignent les uns des autres. Ainsi, on a la preuve que l'univers est en expansion depuis le Big Bang, grâce à la loi de Hubble-Lemaître, qui fait le lien entre la distance et la vitesse d'éloignement des galaxies. Plus les galaxies sont éloignées, et plus elles s'éloignent vite, avec une vitesse proportionnelle à leur distance. Et le rapport entre la vitesse et la distance est une constante, nommée la constante de Hubble. Voilà pour la loi de Hubble qui a conduit à l'idée de l'expansion de l'univers. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'expansion de l'univers n'est pas constante, mais accélérée. Cette expansion accélérée, il faut bien qu'elle soit due à quelque chose. C'est comme ça que les scientifiques sont arrivés à l'hypothèse de l'énergie noire. L'énergie noire est une énergie qu'on ne comprend pas réellement, mais qui composerait 68,3% de l'univers. Ce n'est pas rien. Cette énergie serait l'inverse de la force gravitationnelle, puisqu'elle est répulsive, et elle pousserait l'univers à s'étendre encore plus vite. Alors, pour parler de la cosmologie dans cette idée, il faut bien choisir cette idée. Et je pense que mes choix sont parfaitement contestables, et j'avoue avoir hésité entre juste évoquer ce qu'on va voir ou faire une partie dessus. J'ai forcément choisi de faire une partie dessus donc, et cette partie c'est sur le fond diffus cosmologique. Revenons sur le Big Bang. Le moment où les électrons se sont combinés avec les noyaux primordiaux est appelé la recombinaison. Avant ça, les photons, donc la lumière, étaient dans un univers opaque aux rayons lumineux, en raison de la pseudo-mer électronique, et se sont échappés lorsque la recombinaison a rendu l'univers transparent. La recombinaison a donc libéré d'énormes quantités de photons, et ces photons ont formé le fond diffus cosmologique que nous pouvons détecter aujourd'hui. Le fond diffus cosmologique représente ainsi une image instantanée de l'univers primordial, même s'il a été émis 380 000 ans après le Big Bang. On l'observe dans toutes les directions, et plus on avance dans le temps forcément, et plus les images que nous avons de ce dernier sont précises. Il a été découvert pour la toute première fois par les physiciens Arno Penzias et Robert Wilson en 1965. On l'appelle aussi le rayonnement fossile. Sa température n'est que d'environ 2,5 Kelvin, et il se trouve à plus de 45 milliards d'années-lumière de la Terre. Il se situe aussi loin suite à l'expansion de l'univers évidemment, et puisqu'il est en quelque sorte l'écho du Big Bang, il peut être considéré comme étant la carte d'identité de l'univers, puisque les caractéristiques du fond diffus cosmologique devraient être différentes dans un univers avec une forme, un âge et une composition différentes. Aujourd'hui on l'observe comme un rayonnement micro-ondes dans toutes les directions,
même si à l'origine, les photons du fond diffus cosmologique devaient être des rayons gamma hautement énergétiques. L'expansion de l'univers a considérablement allongé la longueur d'onde de ces photons vers le domaine des micro-ondes. Donc la carte à laquelle nous faisons face représente les fluctuations de température dans tout l'univers, les anisotropies. Cette carte, très précise, est fournie par l'Observatoire Planck, et c'est la plus précise qu'on ait, Il y avait d'autres images moins précises avant évidemment. Et il faut dire qu'il est difficile d'affiner les résultats, puisque la différence de température entre les photons les plus chauds et les plus froids est très faible. Nous sommes face à un ordre de fraction de Kelvin. Il ne faut pas oublier que le fond diffus cosmologique a pour température 2,5 Kelvin, soit environ moins 271 degrés Celsius. Les différences de couleur qu'on voit se jouent sur plusieurs chiffres après la virgule. Autant vous dire que c'est très subtil. Pour continuer, après le Big Bang et la formation du fond diffus cosmologique, passons à la formation des étoiles et des galaxies. Peu de temps après la naissance de l'univers, puisque les photons ont pu se propager dans tout l'univers, ce dernier a été plongé dans l'obscurité. Ainsi, un âge sombre a duré plusieurs centaines de millions d'années, et ce dernier a été marqué par l'aube cosmique qui a plus ou moins réveillé l'univers avec la formation des étoiles et des galaxies. Un univers qui était à l'origine principalement composé d'hydrogène. Les premières étoiles sont nées 180 millions d'années après le Big Bang. Au sein des vastes nuages de gaz et de poussière cosmique, des fluctuations quantiques infimes ont créé des zones de densité légèrement supérieures, servant de germes gravitationnels. Ces foyers embryonnaires ont commencé à attirer la matière environnante, initiant un processus continu d'accumulation de gaz et de poussière. Les forces gravitationnelles insatiables dans leur quête d'unité ont progressivement façonné ces concentrations en proto-étoiles, précurseurs incandescents de ce qu'allaient devenir les astres rayonnants qu'on connaît. Lorsque la masse de la proto-étoile a atteint un seuil critique, la pression et la température au cœur de celle-ci ont atteint des niveaux extraordinaires. Les réactions thermonucléaires se sont alors déclenchées, initiant la fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium. C'est à ce moment que la proto-étoile a officiellement pris le statut d'étoile, émettant sa première lumière dans l'espace interstellaire. La naissance d'une étoile était souvent accompagnée par des phénomènes spectaculaires. Les vents stellaires puissants balayaient les environs, dispersant les résidus de la formation stellaire, tandis que l'éclat de la jeune étoile influait sur la structure des nébuleuses environnantes. Ces processus interconnectés ont contribué à la dynamique complexe des régions de formation stellaire, où les jeunes étoiles étaient entourées de disques protoplanétaires en gestation. Ces premières étoiles étaient souvent massives, bien plus importantes que les étoiles contemporaines. Leur lumière intense et leurs vents stellaires vigoureux ont eu un impact significatif sur leur environnement galactique, modifiant la composition chimique des nuages moléculaires et influençant la formation ultérieure d'étoiles et de systèmes planétaires. C'est ainsi que sont nées les étoiles. Des boules ardentes de plasma libérant une énergie titanesque dans l'espace environnant. À mesure que ces étoiles naissantes se déployaient, elles sculptaient l'espace-temps, créant des régions de densité variables. Les amas stellaires ont commencé à se former, catalysant l'évolution de jeunes galaxies naissantes. Les forces gravitationnelles, telles une symphonie cosmique, ont orchestré le ballet des étoiles, les plaçant dans des configurations majestueuses. Les nébuleuses, tapisseries de gaz et de poussière interstellaire, ont émergé comme les berceaux de la vie future, hébergeant les éléments chimiques nécessaires à la formation de planètes et éventuellement de systèmes solaires complexes. Dans cet espace fascinant, les éléments lourds, forgés dans le cœur des étoiles agonisantes, se sont répandus, contribuant à l'édification de mondes à venir. Les galaxies colossales ont évolué à partir de la fusion incessante de nuages de gaz d'étoiles et aussi de la matière noire qu'on verra après. Ces galaxies sont des tourbillons stellaires dansants, avec des bras spiraux embrassant l'espace infini. En gros, de véritables témoins silencieux de milliards d'années d'évolution galactique. Voilà pour la formation des étoiles et des galaxies. Mais à présent, intéressons-nous à un élément crucial en cosmologie, dont on entend souvent parler, mais dont peu de personnes comprennent réellement son importance. La matière noire est sans nul doute le plus grand mystère de l'univers. Cette dernière représente environ 27% de la densité d'énergie de l'univers. Et pourtant, on ne comprend absolument pas ce que c'est. Ouais. En fait, la matière noire reste invisible aux instruments conventionnels, car elle n'interagit pas au rayonnement électromagnétique. Elle ne rayonne pas et ne diffuse pas la lumière.
Donc même le terme noir est erroné, car un corps noir émet un rayonnement thermique. Ici, rien, donc on devrait plutôt parler de matière transparente. Cependant, même si on ignore à quoi elle ressemble ou de quoi est-elle faite, les astrophysiciens ont réussi à déduire son existence grâce à son influence gravitationnelle forte sur la matière ordinaire et la lumière. Pour bien comprendre cela, imaginez qu'on ne puisse pas voir la Lune. On pourrait quand même déduire sa présence grâce aux légers effets gravitationnels qu'elle produit sur l'orbite terrestre. C'est à peu près le même principe pour la matière noire. Et ça va bientôt faire un siècle que les scientifiques ont découvert cette dernière. Dans les années 1930, l'astronome suisse Fritz Zwicky a remarqué qu'un amas de galaxies situé non loin du nôtre, nommé l'amas de Coma, se comportait d'une manière qui laissait penser que sa masse était bien plus grande que celle de toutes les étoiles visibles à l'intérieur. Il a évalué qu'une matière noire inconnue, donc, devrait représenter 400 fois la masse de la matière lumineuse présente dans tout l'amas. La proportion considérable de matière noire a évidemment été une grande surprise, puisque cela impliquait que la majeure partie de l'univers ne consistait pas en gaz et en étoiles, mais en quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'on ne voyait pas, la matière noire. En 1975, Vera Rubin, une astronome américaine, en plus de ça a montré que la rotation des galaxies était influencée par la matière noire. En fait, elle avait remarqué qu'il manquait également de la masse dans les galaxies spirales individuelles. Le gaz dans les régions externes de ces galaxies tombe plus vite qu'il ne le ferait si la galaxie n'avait que la masse des étoiles qui la composent. Comme pour les amas, ces galaxies sont bien plus massives que l'on s'y attend par rapport à leur lumière. Et la masse de la matière noire dans ces galaxies est si grande qu'elle détermine le mouvement des étoiles à l'intérieur. Ainsi, la matière noire détient un rôle crucial dans la formation des structures à grande échelle de l'univers. Les simulations numériques montrent que la matière noire agit comme une sorte de squelette cosmique, fournissant la structure sous-jacente autour de laquelle la matière ordinaire peut s'accumuler pour former des galaxies, des amas de galaxies et des filaments cosmiques. Sans la présence de la matière noire, l'univers aurait une apparence radicalement différente, ce qui souligne son impact profond sur la structure à grande échelle de l'univers observable. Pour que vous puissiez mieux visualiser, cette simulation informatique vous permet de comprendre la répartition de la matière noire dans l'univers. Les régions jaunes correspondent, comme vous vous en doutez, aux concentrations maximales de matière noire. Elles exercent une attraction suffisante pour faire s'agréger la matière visible et créer des galaxies. On le sait donc puisque l'univers est constitué à seulement 5% de matière ordinaire, dite matière baryonique, dont la force gravitationnelle ne suffit pas assez à lier les galaxies comme l'a bien montré Vera Rubin. Mais bon, c'est assez perturbant de ne pas avoir la moindre idée de ce que peut être la matière noire. Ainsi, j'aimerais terminer cette partie avec une des propositions les plus répandues quant à la nature de la matière noire. Cette proposition suggère qu'elle est constituée de particules hypothétiques appelées WIMPs. Ces particules interagiraient faiblement avec la matière ordinaire et ne seraient détectables que par leurs effets gravitationnels. Cependant, malgré des décennies de recherche et d'expériences dédiées, les WIMPs n'ont pas encore été détectés directement. Donc je ne suis pas sûr que cette proposition puisse vous satisfaire. Mais bon, passons à la suite. Cette partie peut être considérée comme un choix étrange. Cependant, s'il y a bien un domaine en essor en cosmologie et en astrophysique, c'est bien celui-là. Pour bien appréhender les ondes gravitationnelles, il faut bien comprendre qu'elles ont été prédites par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein en 1915. Ces ondes sont des perturbations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Les ondes gravitationnelles sont générées par des événements cataclysmiques tels que la fusion de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons. Lorsque de tels objets massifs accélèrent ou changent de forme, ils émettent des ondes gravitationnelles qui se propagent à travers l'univers, portant avec elles des informations cruciales sur l'événement lui-même. Les instruments de détection d'ondes gravitationnelles, tels que LIGO, qu'on va voir, et Virgo, qui se trouve en Europe, utilisent des interféromètres laser extrêmement sensibles pour mesurer les fluctuations infinitésimales de l'espace-temps causées par ces ondes. Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse la Terre, elle comprime et étire l'espace-temps sur son passage, provoquant ainsi des variations de longueur minuscules qui peuvent être détectées par ces interféromètres. La découverte des ondes gravitationnelles a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, permettant aux scientifiques d'observer des phénomènes cosmiques autrefois inaccessibles. Par exemple, la fusion de deux trous noirs détectés par LIGO en 2015 a fourni des preuves directes de l'existence de trous noirs binaires et a confirmé certaines des prédictions de la relativité générale, ce qui n'est pas rien. Les ondes gravitationnelles offrent également une opportunité unique d'étudier la nature de la gravité elle-même.
Les détections d'ondes gravitationnelles permettent aux chercheurs de tester les limites de la théorie de la relativité générale dans des conditions extrêmes, telles que près d'un trou noir en fusion donc. En plus de la détection de fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons, les scientifiques espèrent utiliser les ondes gravitationnelles pour observer d'autres phénomènes cosmiques, tels que des supernovas ou des pulsars binaires. Ces observations pourraient aider à répondre à des questions fondamentales sur la formation et l'évolution des étoiles, ainsi que sur la distribution de la matière noire dans l'univers, qui sait. L'avenir de la recherche sur les ondes gravitationnelles semble prometteur. De nouveaux détecteurs sont en cours de développement et des collaborations internationales sont formées pour maximiser la portée des observations. Mais bon, vous vous demandez certainement comment les scientifiques ont-ils fait pour détecter ces ondes. La détection des ondes gravitationnelles a été rendue possible par des instruments extraordinaires, appelés donc interféromètres laser, comme on l'a vu tout à l'heure. L'idée derrière ces dispositifs est de mesurer les changements subtils de longueur qui se produisent lorsque des ondes gravitationnelles passent à travers l'espace-temps. L'une des pionnières de cette technologie était la collaboration LIGO. Les interféromètres LIGO, situés à Hanford, dans l'état de Washington, et à Livingston, en Louisiane, sont constitués de deux bras perpendiculaires longs de plusieurs kilomètres. À l'intérieur de ces bras, un faisceau laser est partagé et envoyé le long des deux trajets. À l'extrémité de chaque bras, les faisceaux laser sont réfléchis par des miroirs suspendus et renvoyés vers le point de départ. L'idée centrale est que lorsque les ondes gravitationnelles passent à travers le détecteur, elles modifient légèrement la distance entre les miroirs. Cela se traduit par des variations infimes dans le temps qu'il faut au faisceau laser pour parcourir les deux bras. En mesurant ces légères différences, les scientifiques peuvent détecter les ondes gravitationnelles. La sensibilité extrême des interféromètres LIGO est remarquable. Les variations de longueur mesurées sont de l'ordre de la taille d'un proton, ce qui montre à quel point ces instruments sont capables de détecter des changements subtils dans l'espace-temps. Cela nécessite une stabilité et une précision extrêmes pour éviter les erreurs indésirables. L'équipe LIGO a commencé à prendre des données en 2002, mais ce n'est qu'en septembre 2015 qu'ils ont annoncé la première détection réussie d'ondes gravitationnelles. L'importance de cette détection ne peut être surestimée. Elle a non seulement confirmé une prédiction cruciale de la relativité générale, mais elle a également ouvert une nouvelle ère d'observation astronomique. En utilisant les ondes gravitationnelles, les scientifiques ont depuis détecté de nombreuses autres fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons, élargissant ainsi notre compréhension des phénomènes astrophysiques extrêmes. Pour la dernière partie, j'ai dû faire un choix compliqué. Au début, je voulais parler des trous noirs, mais les trous noirs correspondent plus à des objets en astrophysique. La cosmologie se focalise plus sur la structure, l'origine et l'évolution de l'univers. Ainsi, dans un premier temps, j'ai voulu parler de la forme de l'univers, mais pour traiter un sujet aussi complexe, il faut prendre du temps. Donc je vous envoie vers cette vidéo. Et je voulais aussi parler de la constante la plus importante de la cosmologie. On ne fait pas une vidéo qui cherche à introduire la cosmologie sans parler de la constante cosmologique. Alors, pour parler de cette dernière, j'ai décidé de traiter le modèle de notre univers. Modèle dans lequel intervient notre constante. Le modèle lambda CDM, également connu sous le nom de modèle cosmologique standard. C'est le modèle cosmologique le plus accepté et largement utilisé pour décrire l'évolution à grande échelle de l'univers. Ce modèle est basé sur les équations de la relativité générale d'Albert Einstein et incorpore plusieurs ingrédients clés pour décrire l'univers observable. Le terme lambda CDM se réfère à deux composantes principalement du modèle. La constante cosmologique, lambda majuscule, et la matière noire froide. On ne va pas rentrer dans les détails, mais oui, il y aurait de la matière noire chaude, tiède et froide. CDM pour matière noire froide en anglais. Ayant déjà parlé de la matière noire, concentrons-nous un peu plus sur le lambda majuscule. La constante cosmologique est une sorte d'énergie du vide qui remplit l'espace de manière homogène. Elle est introduite dans les équations d'Einstein pour permettre à l'univers de connaître une expansion accélérée. La présence de la constante cosmologique explique peut-être la nature de l'énergie noire, la forme d'énergie responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, comme on l'a vu dans la partie 2. L'idée de la constante cosmologique n'est pas nouvelle, Einstein l'avait introduite à l'origine dans ses équations pour obtenir un modèle statique de l'univers. Mais il a plus tard qualifié cette introduction de la plus grande erreur de sa vie lorsque l'expansion de l'univers a été découverte. Cependant, avec les observations modernes indiquant une expansion accélérée, la constante cosmologique a été réintroduite pour expliquer ce phénomène. Donc finalement, Einstein n'aurait jamais fait ce qu'il pensait être la plus grande erreur de sa vie, puisque c'est pour le moment une hypothèse qui marche bien. Voilà pour l'essentiel à savoir sur cette constante. Ainsi, du modèle lambda CDM, il faut surtout retenir qu'il décrit l'évolution de l'univers à l'aide des équations d'Einstein, où la constante cosmologique et la matière noire contribuent à la courbure de l'espace-temps. Ces éléments combinés à la matière ordinaire auraient une influence sur la dynamique globale de l'expansion de l'univers. Mais bon, la constante cosmologique et la matière noire froide ne constituent que deux des principes ou hypothèses de ce modèle.
Ce dernier est basé sur deux autres hypothèses qui sont le principe cosmologique et le principe d'universalité. Le principe cosmologique, il nous dit qu'à grande échelle, l'univers est homogène et isotrope. Donc la structure de l'univers resterait la même, quelle que soit la direction. Et le principe d'universalité, qui pose un petit problème, il nous dit que la gravitation doit être décrite par la relativité générale à toutes les échelles. Le problème étant que, pour le moment, il y a une mauvaise entente entre la description de la gravité à l'échelle macroscopique et à l'échelle quantique. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà pour les grands principes de ce modèle. Le modèle lambda CDM est donc solidement ancré dans les observations cosmologiques, telles que les mesures du fond diffus cosmologique, les observations de supernovas de type 1A et la distribution des galaxies à grande échelle. Toutes ces observations confirment la validité du modèle sur une vaste gamme d'échelles et de temps cosmologiques. Cependant, bien que le modèle lambda CDM ait connu un succès phénoménal dans l'explication d'un large éventail d'observations, il existe encore des questions non résolues. C'est pour cette raison que les physiciens cherchent à étendre les théories, comme étendre la théorie de la relativité générale par exemple. L'avenir de la cosmologie lambda CDM dépendra en grande partie des progrès futurs dans les technologies d'observation. De nouveaux télescopes, satellites et expériences tels que le télescope spatial James Webb ou même le télescope géant Magellan et les futures missions d'observation continueront à fournir des données cruciales pour tester et affiner donc le modèle lambda CDM. Voilà pour les 7 idées qui introduisent le mieux, je trouve, la cosmologie. Évidemment, ce genre de vidéo ne vous permettra pas de devenir cosmologiste, ce n'est qu'une simple vidéo de vulgarisation, et j'espère qu'elle vous aura donné envie d'approfondir vos connaissances dans ce domaine, qui est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau domaine de toute la science.